Avec Avec plaisir, ma ouais. page. Ça y est, on est en live. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Lily GGAB Live où on vous propose des lives divers et variés. Alors aujourd'hui, un médecin qui est avec moi, on va passer un petit moment ensemble. D'ailleurs, je vous invite tous en commentaire à mettre des messages, à nous dire ce que vous pensez, à poser vos questions. On essaiera bien sûr d'y répondre au maximum pendant ce live et même après ce live. Karim Kelfaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes médecin généraliste à Marseille. Vous vous êtes porté volontaire pour renforcer la régulation SAMU durant cette crise coronavirus. Donc, ce virus, vous le connaissez malheureusement bien. Et vous avez créé une page Facebook, je vous cite, comme un naufragé qui jette une bouteille à la mer. Et ça, on va y revenir justement. Vous vous êtes senti seul et pas forcément soutenu par le ministère des Solidarités et de la Santé pendant cette crise du coronavirus. C'est ce qui vous a poussé à créer cette page Facebook, en fait? Apparemment, on a un petit décalage de son. Est-ce que vous nous entendez, Karim Kelfaoui? Ouais, là c'est bon, je vous entends. J'avais un petit Écoutez, souci on va là. reprendre depuis le début. Je ne sais pas s'il y a un petit souci. Ne regardez pas le live, Karim Kelfaoui. Regardez-moi sur Zoom, comme ça on va pouvoir vraiment le faire. Parce que sinon, ça nous fait un petit problème de son. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, hein, je vais quand même répéter qui vous êtes. Vous êtes un médecin généraliste à Marseille. Vous vous êtes porté volontaire justement pour renforcer la régulation SAMU à Marseille durant cette crise du coronavirus. Et puis, vous avez créé cette page Facebook comme, effectivement, vous avez dit, un naufragé qui jette, je vous cite, une bouteille à la mer. Alors moi, je vous assure que ça m'a vraiment peiné de lire ça, avec toutes les interviews qu'on a pu faire pendant cette crise du coronavirus, avec tous les témoignages qu'on a pu avoir. La première question, je vous la répète, est-ce que vous êtes senti seul, pas soutenu par le ministère des Solidarités et de la Santé pendant cette crise du coronavirus, Karim Kelfaoui? Seul, oui, ça me paraît évident. C'est même plus en fait seul, c'est qu'on a la sensation qu'on s'est joué de nous, que les autorités étaient très tôt au courant de la gravité de la situation. On a été informés, nous, médecins, relativement tard, et il y a eu un retard à l'allumage sur cette pathologie qui notamment a été due au manque d'informations dans les mois de janvier, février. Où on a pu laisser passer des patients qui étaient potentiellement atteints du Covid sans savoir que c'était ça, parce qu'on n'avait pas de quoi les dépister, parce qu'on n'était pas certain des formes cliniques qu'il y avait, qu'on avait peu de retours, et que si on ne cherchait pas par nous-mêmes en fait, ce qui avait été publié en Chine, c'était difficile en fait, de savoir ce qui se passait. Donc on a commencé à avoir beaucoup plus d'informations fin février, début mars, quand les autorités se sont un petit peu réveillées, mais malheureusement beaucoup trop tard, sans compter à côté les mensonges qu'il y a pu avoir sur les masques, par exemple, on nous a dit que le président nous a dit lors de sa première intervention, quand il a annoncé le confinement, qu'il les arriverait dès le mercredi. 16 Ça n'a mars pas dernier. été, oui, ça n'a pas du tout été le cas. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce moment-là parce que j'étais très en colère quand j'étais allé voir les pharmaciens. Ils m'avaient tous dit qu'il n'y avait pas de masque. Il y avait quelques masques chirurgicaux qui étaient délivrés au compte-gouttes, ce qui n'est pas suffisant pour nous protéger parce que les masques chirurgicaux ne protègent que dans un sens. Ils protègent de celui qui le porte vers celui qui est en face. Alors que nous, on a besoin de ces fameux FFP2, les masques canards, pour protéger dans les deux sens et éviter que nous-mêmes, on devienne des vecteurs de la contamination pour nos patients. Il y a eu tous les problèmes de matériel globalement qui préexistaient hein, ça, dans les hôpitaux, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux pour vous parler des problèmes de matériel. Mais là, c'est vrai que dans un moment comme celui-là où on est en grande tension et dans une grande incertitude aussi parce qu'on apprend chaque jour de ce qui se passe, de ce virus, de ce qu'il fait, de ses effets, de ses effets tardifs, et qu'on est tous dans une forme d'incertitude. Et du coup, c'est vrai qu'on ne se sent ni protégé, ni soutenu, même abandonné par le gouvernement. Et plus que ça, puisqu'il mente, on se sent même trahi. Alors, vous utilisez des mots forts, hein, vous parlez de mensonges, hein, ils nous ont menti, il y a eu du retard à l'allumage, les pharmaciens ne pouvaient pas nous vendre de masques. Ce sont des mots très, très forts et ces mots-là, vous les assumez à 1000%, Karim Kelfaoui. Pour vous, on vous a menti. Oui, on a menti. C'est que le 16 mars, quand il nous a dit qu'on serait livré en mars, c'était un mensonge. Les masques, par exemple, ont énormément tardé à venir. Souvent, on a été fourni d'abord par
une solidarité des personnes, une solidarité populaire, des gens qui en avaient, certaines entreprises qui en avaient et qui ont décidé de nous les donner. Moi, j'ai encore là au cabinet des masques FFP2 que j'utilise, qui ont été délivrés par le gouvernement via les pharmacies et qui sont périmés depuis 2009, par exemple, si vous voulez. Donc, quand on apprend que sous le quinquennat Macron, 600 millions de masques ont été détruits, que les masques ne sont pas reconstitués, alors que depuis le mois de décembre, d'après le Canard enchaîné, le président était averti par l'ambassadeur, je crois que c'est l'ambassadeur de Chine qui avait prévenu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement grave, que l'ancienne ministre de la Santé dit qu'elle avait alerté les autorités sur le fait, Agnès Buzyn, que c'était une pandémie qui nous attendait, qu'on ne pourrait pas maintenir les élections municipales et que malgré ça, aucune décision n'a été prise à ce moment-là pour reconstituer les stocks, que pendant la crise, aucune décision n'a été prise pour nous permettre de réellement produire massivement ce dont on avait besoin. C'est inexplicable qu'un pays comme le Maroc, contre lequel je n'ai rien, mais qui n'a pas la même puissance économique que nous, ait été en capacité de produire massivement des masques, alors que nous, non. En réalité, si, il y a une explication, c'est qu'ils ont fait la seule chose qui s'imposait, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'idéologie et ils ont décidé de réquisitionner toutes les entreprises qui pouvaient produire des masques, qui pouvaient réorienter leur production pour le faire. Et nous, c'est par idéologie, contrairement à ce que dit le gouvernement, qu'ils ont refusé de le faire. Et aujourd'hui, on voit la situation dans laquelle on est, avec des milliers de soignants qui ont été infectés, sans compter la population. Et je crois qu'on est à 27 morts chez les soignants. En vérité, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a géré la stratégie et pas la pénurie? Bah oui, c'est ça. Enfin, la pénurie, si vous voulez, quand on voit par exemple que les recommandations sanitaires, plutôt que d'être faites sur des faits scientifiques, ont été en réalité adaptées pour gérer la pénurie, qu'on a expliqué que, et d'ailleurs dans sa dernière allocution, le président de la République continue à dire un mensonge éhonté. Il dit ça n'aurait pas de sens de tester des gens qui sont asymptomatiques. Mais je suis désolé, ce monsieur n'est pas scientifique. L'OMS, elle, depuis 2 mois, n'arrête pas de nous dire tester, tester, tester tout le monde. Donc, quand il se permet des sorties comme celle-là, quand ils se sont permis de nous donner des recommandations sanitaires qui ne correspondaient pas à ce que nous disait l'OMS, à ce que nous disaient beaucoup de scientifiques dans le monde, on se fout de la gueule des gens et on est en train de mettre leur vie en danger. Et comment vous expliquez justement que nos dirigeants n'aient pas l'air de prendre la gravité de la chose en main et en question? Pourtant, on a été confinés. Je pense que le confinement nous a quand même évité beaucoup de contamination, de mort également, même si ça n'était vraisemblablement pas nécessaire. Pourquoi ne pas avoir agi plus vite et mieux? Est-ce que vous pensez qu'ils ont peut-être été pris à court de moyens, tout simplement? À court de moyens, ça c'est évident, mais il y a des décisions qu'ils auraient pu prendre pour éviter de se retrouver ou de rester plutôt dans cette situation de pénurie. Moi, je crois qu'ils sont paralysés par leur idéologie, une idéologie où c'est le marché qui doit régler les problèmes, où si on n'a pas de masque, il faut les commander, et c'est la réponse qui nous a été à chaque fois donnée. Nous avons fait les commandes, nous avons fait les commandes, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Le marché est en tension au niveau mondial, c'est évident, tout le monde veut des masques. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de votre idéologie et de prendre d'autres décisions qui nous permettent de les produire massivement et localement. Donc, moi, je crois qu'on est face à des gens qui sont trop enfermés dans leur idéologie, qui sont paralysés par ça et qui, du coup, ne prennent, c'est pas qu'ils ne prennent pas la mesure, je pense qu'ils prennent la mesure des choses, mais qu'ils pensent que les solutions qu'ils ont vont tout régler. Or, les faits sont en train de démontrer que non, ça ne règle pas du tout les problèmes, au contraire. Alors justement, ces idéologies, on va en reparler. Vous avez fait une vidéo qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur votre page. Et cette vidéo, elle fait mal au cœur. Elle a fait énormément de vues. Vous y expliquez. Je vais vous citer une nouvelle fois. Soigner, oui. Fliquer, non. Je suis médecin. Vous ne me ferez pas briser mon serment d'Hippocrate. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus, Karim Khelfaoui? Elle a été très prenante, cette vidéo. Elle veut dire beaucoup de choses pour les médecins aujourd'hui. Bah, je pense qu'elle rentre en résonance avec ce que ressentent beaucoup de mes confrères, y compris les membres de l'Académie de médecine et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ont fait un communiqué de presse pour eux aussi dire qu'ils étaient inquiets du fait qu'on demandait de briser le secret médical et qu'ils demandaient des précisions sur le projet de loi qui est en cours d'examen. Aujourd'hui, si vous voulez,
on est face à l'impréparation et l'improvisation du gouvernement, où on a l'impression que le président de la République a décidé un peu tout seul dans son coin d'une date, le 11 mai, et qu'il a pris de court même son gouvernement, et qu'aujourd'hui, tout le monde essaie en fait d'improviser quelque chose pour que cette date, elle soit tenue. Or, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait d'abord commencer par voir quelles étaient les conditions pour qu'on déconfine, combien on avait de masques, combien on avait de tests, combien on pouvait produire de matériel, etc. Et qu'en fonction de ces critères, lorsqu'on les avait remplis, on pouvait décider d'une date de déconfinement. Or là, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, comme ils ne sont pas préparés pour ce déconfinement et qu'ils craignent un rebond de la maladie, ils nous demandent à nous, les médecins, d'endosser un rôle de flicage, d'enquête, qui n'est pas le nôtre, en particulier en médecine générale. Il y avait des systèmes qui auraient pu être mis en place, comme par exemple ceux des maladies à déclaration obligatoire. Ça existe, c'est anonymisé, les données ne remontent pas comme ça, et ensuite le périmètre des personnes qui y a accès est extrêmement restreint. Parce qu'aujourd'hui, Karim Kelfaoui, voilà, j'aimerais bien que vous nous expliquiez exactement ce dont il s'agit afin qu'on puisse vraiment comprendre quelle est la proposition du gouvernement envers les médecins pour ce que vous appelez ce flicage. En quoi est-ce que c'est un flicage? Expliquez-nous cela dans les détails, s'il vous plaît. Alors là, ce que nous propose le gouvernement, c'est donc qu'ils vont mettre en place ces brigades sanitaires qui vont être chargées de contacter toutes les personnes qui pourraient être atteintes du Covid pour leur demander de se faire dépister ou de se confiner. Mais ils nous demandent à nous, médecins généralistes, de faire remonter les informations sur toutes les personnes qui sont infectées dans le cadre d'un fichier qui s'appelle SIDEP, où il va y avoir donc les informations que nous, médecins généralistes, on va faire remonter, mais aussi les résultats des bilans dans les laboratoires. Ces données-là ne seront pas anonymisées et elles vont se faire sans le consentement du patient. Voilà, c'est ce qui est bien écrit dans le texte de loi. Et à côté de ça, ils nous demandent de faire du traçage. Moi, j'aime pas le mot de tracking. Ça a une tendance à vouloir rendre la chose un peu cool. Non, c'est pas cool. C'est du traçage des personnes dans des fichiers qui ne sont pas anonymes et détenus par le gouvernement notamment. Donc, ils nous demandent de faire du traçage d'abord de la cellule familiale. Donc, si on remplit bien le formulaire pour dire qui habite avec la personne infectée et comment on peut les contacter, le numéro de sécu, etc., on a un forfait de 55 euros, donc 30 euros de plus qu'une consultation normale. Ça veut dire que si vous fliquez bien et si vous tracez bien, j'essaie de synthétiser ce que vous dites, hein, vous avez une prime. Oui, c'est ça. C'est que notre consultation qui est normalement de 25 euros, là, on va avoir 55 euros. Donc ça, c'est pour le traçage de la cellule familiale. Et ensuite, si on veut faire un petit peu de zèle, on peut aussi tracer les personnes, les cas contacts qui ne sont pas dans la cellule familiale. Et là, on peut gagner 2 euros si on donne certaines informations et 4 euros si on donne suffisamment d'informations pour que la personne soit contactée directement. Tout ça va se retrouver dans un autre fichier du coup qui s'appelle Contact Tracing. Lui non plus n'est pas anonymisé, lui non plus n'a pas besoin du consentement des patients. Il va être entre les mains d'abord de l'assurance maladie, mais ensuite des brigades sanitaires dont on sait maintenant qu'elles ne seront pas composées spécialement de médecins ou d'agents de la sécurité sociale, mais aussi d'agents des collectivités territoriales, les conseils départementaux. On nous parle des CCAS, etc. Donc là, il y a une vraie rupture dans ce qu'on nous demande par rapport au secret médical. Et ça, c'est absolument intolérable. Et en plus, on essaye de le monnayer et de nous donner la petite carotte qui va avec pour qu'on le fasse. Beaucoup de médecins sont très inquiets, comme moi. Et comme je le disais, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait un communiqué de presse pour demander à ce que le texte soit absolument précisé parce qu'il était en l'état dangereux par rapport au secret médical. Et l'Académie de médecine a aussi fait un communiqué de presse où ils émettent des réserves par rapport à ça. Donc ça, c'est juste pas possible. Et on nous dit que ces données, elles vont être gardées au maximum 1 an. Mais pourquoi 1 an? Puisque les personnes ne vont pas être malades pendant plus d'1 an. Et surtout, où est-ce qu'elles vont être gardées sur les serveurs Microsoft? Alors, en principe, donc là, normalement, c'est censé être à l'assurance maladie d'avoir ces fichiers. Sauf que, effectivement, là, vous soulevez la troisième question, c'est celle du Health Data Hub. Donc, c'est une plateforme où on va mettre les données de santé, centraliser toutes les données de santé.
et où là, donc c'est depuis juillet dernier que ça a été promulgué. On sait maintenant que c'est Microsoft qui va héberger sur ses serveurs ces données de santé. Et en réalité, qu'est-ce qu'on va y mettre? On est en train de demander aux hôpitaux d'y mettre toutes les données de santé sur leurs patients. Les pharmacies vont recevoir le même ordre. Les dossiers médicaux partagés que tous les médecins vont avoir à remplir, qu'on essaie de déployer aujourd'hui, vont aussi se retrouver là-dessus. Et les fichiers en question, SIDEP et Contact Tracing, aussi vont se retrouver là-dessus, à des fins de recherche. Sauf que la recherche qui va la faire en question, ça va être des laboratoires de recherche privés et des startups qui auront des missions d'intérêt public, parce que pour déployer notamment l'intelligence artificielle en santé, et ça pose des problèmes de sécurité des données. Aujourd'hui, Mediapart a fait un article là-dessus où il met en avant que la CNIL elle-même s'inquiète de ce Health Data Hub et du fait de que cette sécurisation des données. de cette sécurisation des données, et que nos données de santé pourraient se retrouver aux États-Unis, où on sait, on peut pas faire comme si on n'avait pas vu l'affaire d'Edward Snowden, on peut pas faire comme si on n'avait pas vu la capacité de surveillance de masse et les transferts de données qui ont été faits par les GAFAM, plus ou moins contraints, aux autorités américaines. On ne peut pas faire comme si ces GAFAM n'utilisaient pas les données qu'ils avaient pour faire du commerce. Peut-être qu'on rappelle aussi ce que sont les GAFAM, parce que les gens qui nous regardent les utilisent tous les jours. Hein. Bien sûr, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. Et ces GAFAM utilisent… Alors là, les données de santé, normalement, c'est répréhensible. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais qui va aller vérifier, qui sera en capacité de vérifier qu'effectivement, Microsoft respecte bien les choses, qu'ils ne vont pas vendre les données? Et qui pourra faire ça? Personne. Techniquement, ce ne sera pas possible. Et on nous dit, alors c'est la chargée de mission par rapport à ce Health Data Hub, je crois que c'est Stéphanie Combe, qui dit oui, mais ces données vont être hébergées sur les serveurs de Microsoft, mais elles seront chiffrées et Microsoft n'aura pas les accès, les clés de chiffrage. Sauf que ce qu'elle oublie de dire, c'est que les données, quand elles sont en traitement par les processeurs CPU, GPU et donc sur la mémoire vive, pour être traitées, elles sont automatiquement déchiffrées. Donc, pendant ce laps de temps-là, elles ne sont plus chiffrées. Et il est possible, notamment pour les propriétaires des machines, et a fortiori Microsoft avec tous les ingénieurs qu'ils ont, il sera techniquement possible pour eux, sans avoir les clés de chiffrage, de récupérer ces données alors qu'elles sont déchiffrées. Et après, ce qu'ils en feront, on ne sait pas. Alors oui, il y aura des garde-fous, soi-disant, par la loi. Qui pourraient les sanctionner, mais encore faudra-t-il arriver à prouver qu'ils ont bien sorti ces données, qu'ils les ont vendues, qu'ils ont fait quelque chose avec. Et ça, ce n'est pas non plus évident. Mais alors justement, Karim Khelfaoui, au-delà de ça, ça va poser des vraies questions de liberté individuelle. C'est clair. Mais est-ce qu'on ne va pas aller plus loin? Est-ce que ça ne veut pas dire que demain, les banques vont refuser de vous donner des prêts parce que vous avez été malade? Les assureurs vont augmenter le prix de votre assurance parce que vous avez eu le Covid? Voilà, en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour les gens, ces traitements des données? C'est ça que ça veut dire. C'est bien ma crainte, c'est que si ces données, surtout quand elles sont sorties de manière massive, sont données notamment à des banques, des assurances, etc., alors elles seront en mesure d'avoir des informations sur vous, de savoir si vous êtes malade ou pas. Et effectivement, une banque pourra vous refuser sans vous dire que c'est parce qu'elle sait que vous êtes malade, mais elle pourra très bien vous dire non, je refuse votre prêt. L'assureur pourra faire monter ses prix parce qu'il sait que vous êtes malade et peut-être qu'il y a plus de risques, sans forcément le justifier non plus. À un moment, il ne faut pas être naïf non plus. Ils ne nous disent pas à chaque fois exactement comment ils font leurs tarifs. De la même manière, si ça tombe entre les mains de certains employeurs, je pense notamment aux très grandes entreprises, ils seront en capacité de dire s'ils gardent une personne ou pas, s'ils lui reconduisent son contrat ou pas, en fonction des données qu'ils auront sur elle. Donc, ça va avoir des répercussions énormes sur notre propre vie quotidienne. Et ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'on peut toujours nous dire qu'il y aura des garde-fous. Mais je suis désolé, quand on fait un outil aussi dangereux que celui-là, il faut s'attendre à une mauvaise utilisation de la même manière que quand on utilise un couteau. On peut l'utiliser très bien pour couper du beurre ou de la viande, mais on peut aussi très bien l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc, il ne faut pas être naïf sur les outils qu'on est en train de créer. Il faut savoir qu'il y a d'autres manières, d'autres possibilités techniques pour pouvoir faire de la recherche avec des données de santé sans qu'elles bougent, c'est-à-dire sans qu'elles sortent des hôpitaux, sans qu'elles sortent du cabinet. En étant anonyme, cette anonymisation des données de santé, c'est ça?
entre Alors, autres, et de ne non, pas utiliser un serveur très particulier. C'est ça, pas alors utiliser oui, un serveur d'État. oui, alors il y a ça, il y a le problème de l'anonymisation qui effectivement n'est pas possible quand vous centralisez toutes les données comme ça, parce qu'en D'accord. réalité, ils vont faire ce qu'on appelle, on les pseudonymise. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever les noms, prénoms, date de naissance, tout ce qui permet de Ouais. vous identifier directement. Mais en réalité, une fois que vous avez recoupé plein de données et qu'on a vu que ben, vous étiez tel jour à la pharmacie, que vous avez vu un spécialiste tel jour, que vous étiez tel jour chez Mm. le médecin, etc., que vous avez eu telle ordonnance et que vous avez consommé tel médicament, alors il sera possible de, à partir de votre parcours, retracer la personne que vous êtes. C'est pas très compliqué, c'est faisable, c'est ce qui se fait déjà dans le cadre sur Internet. C'est très facile en recoupant des données de savoir plein de Mm. choses sur vous. Et ben là, c'est la même chose. Donc, l'anonymisation des données sur des serveurs comme ça, c'est absolument impossible. Et à côté de ça, il y avait d'autres solutions qui sont techniques qui permettent en fait de ne pas centraliser justement les données sur des serveurs, mais au contraire de les laisser là où ils sont, c'est-à-dire sur les serveurs d'hôpitaux, sur les serveurs des pharmacies, du médecin, etc. Et de créer des fonctionnements logiciels, notamment je pense à TerraLab, qui est un logiciel libre, qui permet en fait, plutôt que de faire bouger les données, de faire bouger des morceaux d'algorithmes. C'est-à-dire que les données, elles sont traitées sur place, ça donne un Mhm. résultat qui est complètement anonyme, puisqu'on est déjà dans quelque chose qui est statistique. La donnée en elle-même, elle n'a pas bougé. Et puis, c'est un bout de cet algorithme qui va bouger et qui va, du coup, éviter qu'on puisse tracer Effectivement. la Et ça personne. enlèverait tout ce genre de questions. En vérité, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va vers un système à l'URSS autrefois et soviétisation de notre système. Et on va aussi à un système vers la chinoise. Ça veut dire liberté plutôt Vers la... collective au-delà de liberté individuelle. C'est le collectif qui va primer sur l'individualité. Et au-delà Bah, du collectif, c'est l'État qui va primer sur l'individu. Alors moi, j'ai envie de vous répondre, pas que URSS et chinoise, hein, américaine aussi, parce que quand on voit la plus grande surveillance de masse qui a été effectuée dans le monde de tous les temps, c'est la NSA, c'est personne d'autre. Mhm. C'est ceux qui ont été en capacité de ficher absolument tout le monde, de créer des logiciels qui leur permettent de faire absolument tout et n'importe quoi avec les données qui circulent. Ils sont en capacité d'ouvrir les mails, d'allumer des caméras, et ça sans forcer, hein. Donc, dire que c'est un système du RSS ou de Chine ou de... C'est pas la question, c'est que c'est un système de surveillance de masse possible, que c'est un glissement vers de la soft dictature, parce qu'on D'accord. n'a pas besoin du coup d'imposer une dictature claire et nette, puisque à la fin, on est en capacité de prévoir certains comportements, on est en capacité de savoir ce que vous faites, où vous êtes, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'être martial dans tous les aspects de la politique, puisque à la fin, en fait, on va pouvoir faire un peu la même chose sans que ça se voit trop. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on vous demande de faire clairement de la délation contre quelques euros, une poignée d'euros? Est-ce que vous pensez que même si les prix avaient été plus importants, qu'on vous avait proposé une plus grosse somme d'argent, le jeu n'en vaut pas la chandelle aujourd'hui pour nos libertés individuelles? On est bien d'accord, hein, c'est ça que vous voulez dire, hein. Ça n'est pas Complètement. monnayable. Ce n'est pas monnayable, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question au-delà même. Alors, les libertés individuelles, les libertés publiques, oui, mais même au-delà, c'est une question de soins et de notre capacité à soigner les gens. Ce qui fait la capacité du soin, c'est justement le secret médical. Vous n'allez pas voir une personne que vous ne connaissez pas ou très peu et lui parler de tous vos problèmes, de toutes vos faiblesses, de tous vos symptômes, de vos angoisses par rapport à la mort, etc., si derrière, vous n'avez pas la certitude que ce qui sera dit et ce qui sera vu ne sortira absolument pas de là où vous êtes. Donc, c'est même la condition du soin en elle-même qui est remise en question par ces technologies de la e-santé et par le fait qu'on commence à nous demander de briser le secret médical, parce que là, c'est briser aussi la confiance que les patients peuvent nous porter. Et la relation médecin-patient, c'est déjà de la thérapeutique. C'est déjà le nombre de personnes qui vous disent, sans avoir encore pris un seul médicament, juste en sortant de votre cabinet, qu'ils se sentent mieux et ils se sentent Mhm. vraiment mieux parce qu'ils ont pu parler, parce qu'ils ont pu se décharger, etc. C'est ça qui est en jeu. Donc aujourd'hui, on nous demande de briser la chose la plus sacrée qu'il y a entre un médecin et son patient. Et ça, quel que soit le prix, c'est hors de question pour moi et comme pour beaucoup de médecins, je pense la quasi-totalité. Je vais vous citer à nouveau. Vous aviez dit que le système de santé d'aujourd'hui n'est plus viable. Selon vous, et là encore,
une de vos citations, nous avons percuté plusieurs icebergs. Mais le capitaine Macron, comme les précédents, a refusé de changer de cap. Pire, lorsque nous, personnel de santé, avons protesté pour vous prévenir et pour prévenir que le naufrage était imminent, vous, président, nous avez fait gazer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire Ce sont des mots forts, Karim Khelfaoui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, si vous voulez, on avait un système de santé qui était peut-être le plus performant du monde, qui a notamment été construit à l'après-guerre parce qu'il a été basé sur un système de solidarité, la sécurité sociale, qui recouvrait tous les risques de la vie, qui aujourd'hui, depuis 50, 60 ans, est attaqué en permanence et petit bout par petit bout, on démantèle ce système de solidarité. Et que dans les hôpitaux, par exemple, on avait une logique avant qui était on soigne, on voit combien ça coûte et en fonction de combien ça coûte, on cherche les recettes. Aujourd'hui, on a complètement inversé le paradigme depuis notamment, je crois que c'est 95 ou 97, la création de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, où on a complètement renversé les choses parce que maintenant, on nous dit, voilà, vous ne pouvez pas dépenser plus de ça, donc il faut vous débrouiller pour faire avec. Et le problème avec cette ONDAM, c'est qu'en réalité, on a une donnée qui est scientifique, qui est prouvée, c'est qu'on fait 4% de soins en plus chaque année, parce que notre population vieillit, parce que la démographie augmente et pour plein d'autres raisons. Donc, on sait que chaque année, on va devoir faire 4% de soins en plus. Si on veut continuer à soigner dans d'aussi bonnes conditions sans qu'elles se dégradent, ça veut dire que l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, il doit augmenter aussi de 4% par an minimum. Et pareil pour les hôpitaux, parce qu'il y a un ONDAM hospitalier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis ce moment-là, depuis notamment les gouvernements Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, à chaque fois, il y a une loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit une augmentation du budget de la sécurité sociale, mais de seulement 2% par an. Donc, les 2% qui manquent, en réalité, quand vous le rapportez au budget total de la sécurité sociale et des hôpitaux, c'est des dizaines de milliards qui manquent chaque année. Donc, ça veut dire que chaque année, on nous demande de faire plus de soins avec pas assez et que du coup, pas de moyens. Voilà, pas assez de moyens et du coup, en fait, l'écart se creuse. Et chaque année, ça se creuse et la traduction de ça, ça veut dire moins d'infirmières dans les services, moins d'aides-soignants dans les services, moins de médecins. Ça veut dire qu'on passe moins de temps avec nos patients, à passer du temps humain, à l'écouter, à discuter avec lui, à calmer ses angoisses, etc., pour être de plus en plus dans une course technique où on est tout le temps dans un temps technique, où une infirmière, elle rentre dans la chambre d'un patient, elle a un geste à faire, un acte à faire, elle ressort de cette chambre, elle n'a pas le temps de discuter avec le patient parce qu'elle doit passer à un autre et ainsi de suite, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est ça les conséquences de ces politiques-là. C'est que derrière, c'est des humains, qui soient les patients ou les soignants, qui souffrent. Parce qui en pâtissent, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, qui en pâtissent. Parce que le patient se sent délaissé, ne se sent pas soigné comme il devrait l'être, c'est-à-dire pris en charge dans sa globalité. Et il n'y a pas que le geste physique, il y a aussi tout l'aspect psychologique qui va avec quand on est malade. Et les soignants qui souffrent de voir qu'ils ne sont pas en capacité de faire correctement leur travail, voire que parfois ils sont maltraitants. Parce que ça veut dire ça aussi. Quand vous êtes aide-soignant, moi je l'ai fait quand j'étais étudiant. C'est important ce que vous dites là. Quand vous êtes étudiant, moi j'étais étudiant, j'ai été aide-soignant dans des maisons de retraite, je travaillais la nuit. Et je peux vous dire que quand vous avez 150 changes à faire dans la nuit, c'est-à-dire réveiller des personnes pour les changer, pour changer leur couche, et que vous avez très peu de temps pour le faire, ben en fait, vous les réveillez, vous leur faites mal, vous les retournez alors qu'elles sont à moitié dans le sommeil et vous n'avez pas le choix parce que vous avez besoin de le faire pour pouvoir faire tout le monde. Sinon, ça veut dire que vous laissez quelqu'un d'autre dans ses urines ou dans ses excréments. Donc, c'est ça la réalité derrière. C'est ce qu'ils oublient quand ils nous parlent sans arrêt de ces chiffres, de ces dépenses, quand ils ne parlent plus des recettes. C'est ça la réalité. C'est que derrière, on met des gens dans une situation où ils ne sont plus en capacité de travailler correctement, où ils doivent toujours accélérer, 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 et où ils ne peuvent plus prendre en charge et apporter l'empathie qui est nécessaire à tous les soins.
Vous avez demandé aux Français d'être vigilants, vous leur avez dit de partager ces informations en masse et vous aviez dit que votre combat ne s'arrêtera pas là. Aujourd'hui, on veut vous faire taire. Aujourd'hui, on veut surtout, comme d'habitude, en fait, nier une réalité. C'est-à-dire que euh, le gouvernement, par exemple, utilise des mots en disant qu'on est des héros. Et en faisant ça, il dépolitise absolument tout. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que non, nous ne sommes pas des héros, nous sommes des professionnels de santé qui ont des besoins humains, des besoins matériels. On a besoin de 100 000 soignants de plus dans les hôpitaux, on a besoin de 300 000 soignants de plus dans les EHPAD, on a besoin de revalorisation de salaire parce que, par exemple, les infirmiers, on est parmi les 5 derniers pays de l'OCDE pour la paie des infirmiers. On a besoin de rechanger la gouvernance de l'hôpital. Ben, plutôt que de parler de tout ça, on dit on est des héros et puis ça enlève absolument tout le reste, comme si en fait on était prêt à se sacrifier sur un front. C'est pas le cas, c'est pas le but. On veut pas être en train de se sacrifier. On veut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On veut avoir le matériel dont on a besoin. On veut avoir les moyens humains et financiers dont on a besoin. Et c'est ça que fait le gouvernement en mettant des mots comme ça, des grands mots, et en demandant aux gens d'applaudir, en nous encourageant, etc., en applaudissant, et en faisant enlever toutes les banderoles qui sont posées aux fenêtres et qui porteraient un message politique. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on cherche à dépolitiser absolument tout, alors qu'en réalité, il y a des réalités qui sont bien politiques derrière, et notamment des décisions politiques qui nous conduisent, nous, à travailler dans de très mauvaises conditions. Et ce qui est en train de se passer pour la santé, dans le domaine de la santé, pour les hôpitaux, etc., il faut comprendre que c'est exactement la même logique que ce qui se passe pour tout le reste des services publics et pour tout le reste de notre modèle social. C'est C'est-à-dire sûr. qu'on vous dit tout le temps, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on est endetté, il y a la fameuse dette publique. Donc, vous comprenez, il faut qu'on fasse des économies comme un bon père de famille, on vous dit. Mais on ne vous dit pas qu'en réalité, une dette publique d'État, ce n'est pas une dette d'entreprise, ce n'est pas une dette d'un ménage, parce que l'État, il ne meurt pas. On ne vous dit pas non plus, quand on vous dit l'État est endetté à hauteur de 115% de son PIB, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'un titre d'État, un titre de dette d'État, sa durée moyenne, elle est de 8 ans. Et qu'en réalité, si on reporte cette dette sur la durée moyenne du titre, en réalité, on est endetté qu'à hauteur de 14%. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur. On ne vous dit pas qu'un État, il peut s'endetter de manière quasi perpétuelle, qu'il peut reconduire ses paiements, qu'il peut se réendetter avec des taux plus bas, qu'il peut faire des emprunts qui sont à beaucoup plus longue échéance. Et en faisant ça, en vous mettant toujours cette épée de Damoclès de la dette au-dessus de la tête, On fait culpabiliser les Français. on culpabilise les Français et on justifie absolument toutes les politiques de casse sociale et de casse du service public. Alors qu'en réalité, de l'argent, il y en a. De l'argent magique, il y en a aussi, parce que le président peut raconter ce qu'il veut. La création monétaire, j'encourage les Français à vraiment s'intéresser à cette question. La création monétaire, c'est quelque chose qui se fait ex nihilo. D'accord? La Banque centrale, elle peut faire tourner sa planche à billets comme elle le souhaite. Elle n'a pas besoin d'actifs derrière. Mais je ne vais pas vous l'apprendre, Karim Kalfaoui. Plus on fait marcher la planche à billets, moins le billet a de valeur. Ça Oui, n'intéresse c'est pas la l'inflation, fortune. tout à fait. Sauf que de l'inflation, on est déjà très loin d'en avoir beaucoup. Et à côté de ça, il faut dire aussi l'autre chose, c'est que si vous ne faites pas d'inflation, effectivement, vous allez avoir des dettes qui n'arrêtent pas d'augmenter et vous allez avoir aussi un chômage qui va augmenter. Parce que le fait de faire un petit peu d'inflation, ça permet aussi de redonner de l'oxygène aux États, d'investir dans des choses qui sont, par exemple, écologiques, parce qu'on a une transition énergétique à faire, qui sont dans des projets de société qui sont motivants, relancer l'hôpital, relancer l'éducation, etc. Et que toutes ces choses-là, elles produisent aussi de la richesse et que toutes ces choses-là, elles produisent aussi des emplois. Et qu'à chaque fois qu'on dit, on arrête de faire tourner cette planche à billets parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation, et derrière, ce qui se passe, c'est que les services publics sont cassés et le chômage augmente. Donc, à un moment, tout ça, il faut aussi le remettre sur la balance. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'en dehors de l'argent que créent les banques centrales, les banques privées créent aussi de l'argent. D'ailleurs, c'est le principal de la masse monétaire est créé par les banques privées et que là aussi, ça se fait ex nihilo, c'est-à-dire par le crédit. Lorsqu'on va voir une banque et qu'on lui demande 100 000 euros, en réalité, elle n'a pas les 100 000 euros sur son compte, elle n'a pas besoin de les avoir. Elle crée par un jeu d'écriture comptable, elle crée un truc, elle dit, voilà, je vous donne 100 000 euros, vous me devez 100 000 euros.
Et lorsque vous remboursez cette dette, l'argent disparaît. Donc, il a été créé simplement par le crédit. Donc, à un moment, nous expliquer que la dette est un problème, c'est juste dire une chose. Il faut le dire aux gens. Si demain, on remboursait absolument toutes les dettes dans le monde, ça voudrait dire que 95% de la monnaie disparaît. J'ai bien compris ce que vous voulez dire, Karim Khelfaoui. Mais pour en revenir au problème des médecins, et ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce live, très concrètement, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à exercer dans ces conditions? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer si vous refusez d'appliquer ce que l'État vous demande de faire? Alors, pour le moment, il n'y a pas d'obligation, a priori, de remplir ces dossiers. On n'a pas encore eu cette information-là, en tout cas. Donc, on est juste sur un système qui est incitatif avec de l'argent. En revanche, le fichier SIDEP, donc celui qui va recenser toutes les personnes qui sont contaminées, lui, il va automatiquement être alimenté par les résultats des biologies. Donc là, qu'on le veuille ou non, les médecins généralistes n'auront pas leur mot à dire, même s'ils ne veulent pas participer. Ce fichier sera quand même alimenté par les laboratoires. Donc, pour le moment, on a encore le choix de refuser. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, on a encore le choix de refuser. Ensuite, travailler dans ces conditions, on ne va pas laisser tomber nos patients. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas le faire. C'est contre la nature même de quelqu'un qui est soignant, qui vaut sa vie à être au chevet des autres. En revanche, moi, ce que j'espère, et d'ailleurs, j'ai participé à une initiative qui s'appelle Bas les masques et j'encourage nos auditeurs à aller voir ce que c'est. Ce que j'espère, c'est qu'à la sortie de ce confinement, à la sortie de tout ça, on va pouvoir régler les comptes avec le gouvernement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu des politiques et des décisions qui sont, et là aussi, je vais avoir un mot fort, mais criminelles parce que c'était des vies humaines qui étaient en jeu et qu'il va falloir qu'on règle les comptes et que s'ils ne veulent pas faire face à la justice en se déresponsabilisant pénalement comme ils ont l'air de vouloir le faire actuellement dans leur projet de loi, alors il ne nous restera plus qu'une chose, c'est la rue, et prendre au mot le président et aller le chercher. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils sont en train de faire, parce que vous pouvez mettre un couvercle sur la colère, mais à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de soupape, ça finira par éclater. Donc, je ne souhaite pas qu'il y ait de violence. Je ne veux pas de la violence. Je pense que ça se retourne toujours contre ceux qui la pratiquent, mais j'espère par contre qu'on va pouvoir manifester notre colère pacifiquement, mais la manifester quand même, et qu'on ne sera pas que les soignants dans la rue, mais qu'il y aura bien tous ceux qui ont été traités de rien et dont on voit aujourd'hui qu'en fait, c'est eux qui font tourner le pays, les éboueurs, les caissières, les routiers, les facteurs, les enseignants, etc. Donc, j'espère que tout le monde sera à un moment dans la rue et que le fameux mouvement de masse qui est espéré depuis tant de temps et ce qu'on appelle souvent la convergence des luttes, elle va enfin s'opérer parce qu'il est temps que ça s'arrête. Il y a un vieux monde qui est en train de mourir. Il n'y a pas un nouveau monde à imaginer. Ce n'est pas vrai. Il y a un monde solidaire à reconstruire. On a déjà fait ça. On a su le faire. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a su créer des systèmes de solidarité, des systèmes collectifs. Il ne faut pas oublier que les caisses de sécurité sociale, elles sont liées aux cotisations des salariés. Elles sont liées à ce que trop souvent on appelle des charges, mais en réalité, ce ne sont pas des charges. C'est votre assurance de pouvoir être soigné, c'est votre assurance de pouvoir avoir une retraite, c'est votre assurance d'être payé lorsque vous ne pouvez pas avoir d'activité. C'est tout ça, c'est les risques de la vie, c'est un salaire différé qu'on vous met de côté et que vous récupérez plus tard. Parce que, par exemple, il faut dire une chose aux Français, simplement, s'il n'y avait pas ça, le simple fait d'appeler les pompiers et qu'ils se déplacent, sans même qu'ils vous aient pris en charge, mais qu'ils se déplacent, eh ben, ça coûte déjà 800 euros. Si vous êtes hospitalisé, la seule journée d'hospitalisation, et je ne parle que de services réguliers, je ne parle même pas de réanimation, ça coûte 1200 à 1500 euros la journée. Personne, à part une petite élite, est en capacité de se payer ce genre de choses. Et c'est bien grâce à des systèmes solidaires qu'on est en capacité de se les payer. Donc, il serait temps de s'en rappeler. Il n'y a pas un nouveau monde à inventer. Il y a un monde solidaire à reconstruire et on sait comment le faire. Merci beaucoup, Karim Khelfaoui. Vous avez utilisé des mots forts. On a entendu votre détresse. On a entendu les messages que vous vouliez faire passer. Et j'invite
les gens à aller sur votre page également, voir vos vidéos, voir vos explications. Vous appelez Karim Kelfaoui. Vous êtes un médecin qui a peur pour le futur. Vous êtes un médecin qui ne veut pas briser son serment d'Hippocrate. Et vous êtes un médecin, en tout cas, qui a eu le courage aujourd'hui de faire ce live et de dire tout haut ce qu'il pensait. Alors, merci pour votre courage et merci pour votre témoignage. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler. Merci à tous d'avoir regardé ce live et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau live et pour de nouvelles vérités. À très bientôt.